Je vais reparler de l'opposition en astrologie. Ce que moi j'appelle l'opposition, qui correspond à ce qu'on appelle en fait la phase oméga. La phase oméga, la phase alpha, ça correspond à une sorte de nœud. La phase oméga, ça correspond à quelque chose qui est séparé. Donc la phase oméga est une phase duelle, en fait. Ça veut dire qu'il y a des forces antagonistes qui s'opposent. Mais il ne s'agit pas pour autant de chercher en astrologie une quelconque opposition entre deux planètes. Plus exactement, ce serait toujours le même principe qui est en jeu, c'est-à-dire qu'il y a une opposition, il y a une séparation plutôt, entre l'étoile, qui ne bouge pas évidemment, et la planète. Quand l'étoile et la planète sont conjointes, il y a une sorte d'unité, et quand elles sont distantes, il y a une dualité. Donc la phase oméga est une phase de dualité, ce qui veut dire qu'il va y avoir des forces qui vont fonctionner parallèlement et de façon non connectée, en quelque sorte. Et par conséquent, on va avoir une diversité, on va assumer une diversité qu'on n'assume pas en phase conjonctionnelle. Et cette notion de diversité est fondamentale dans les discours politiques. On parle beaucoup de multidiversité, de multiculturalité. Et la multiculturalité, c'est bien la diversité. Donc en phase oméga, l'idée de diversité de la société, de différence entre les différentes entités, est acceptée et presque ressentie viscéralement. Tandis que cette diversité, elle est refoulée, sinon niée, en phase conjonctionnelle. Donc, si vous voulez, ce que je propose actuellement, c'est considérer la phase oméga comme une phase qui va favoriser la conscience de la diversité et la nécessité de la diversité et l'évidence de la diversité face à la phase conjonctionnelle qui, elle, ne peut pas penser, je dirais même presque digérer cette idée de diversité, qui la nie. Donc, le fascisme, par exemple, est favorisé par la conjonction, par le refus de la diversité, ou par ce qu'on pourrait appeler l'exclusion de la diversité. C'est-à-dire celui qui est dans la diversité, eh bien, il s'exclut de lui-même de l'ensemble. Il ne fait pas partie de l'ensemble parce que cet ensemble ne supporte pas, ne souffre pas cette diversité. Donc on peut appliquer ce genre de considération aux prévisions astrologiques. La grande faiblesse des prévisions astrologiques, ce n'est pas tellement au niveau astrologique uniquement, c'est parce qu'ils analysent mal les véritables enjeux sociologiques et historiques. À partir du moment où on n'a pas une analyse fine de ces enjeux, comment peut-on faire des prévisions valables? Parce que si on n'a pas creusé, si on n'a pas approfondi ces notions, on ne va pas pouvoir les formuler d'une manière qui aurait une valeur universelle. On va les formuler d'une manière qui sera trop liée à une période donnée, à une manifestation donnée. Et par conséquent, projeté dans le futur, ça va donner quelque chose qui va être un échec, parce que précisément, on n'aura pas creusé suffisamment ces notions, on n'aura pas approfondi ces concepts. Donc, il faut bien comprendre qu'il y a une alternance de phases unitaires et de phases de diversité. Comme dirait Montesquieu, il y a un temps où la diversité apparaît comme une évidence et un temps où elle apparaît comme une erreur, comme une aberration. Et inversement. Et toute la prévision astrologique tourne autour de cette dualité, de cette alternance. Sommes-nous dans un temps
qui va favoriser l'unité et le reflet de la diversité, ou sommes-nous dans un temps de la diversité qui va refuser l'unité, qui ne va pas considérer l'unité comme un élément positif? Tout simplement. Alors, la diversité correspond assez bien à ce que j'appelle l'empire. Et l'unité correspond assez bien à ce qu'on peut appeler la nation. L'empire, en effet, par définition, en quelque sorte, est de l'ordre de la diversité. L'empire est supranational. En phase conjonctionnelle, c'est la notion de nation unitaire qui l'emporte, qui s'impose. Pour quelque temps, pour un temps très court finalement, quelques années seulement. Accepter la diversité, ça veut dire accepter que on y a un ensemble d'entités qui aient une certaine liberté les unes par rapport aux autres, tout en appartenant à un seul même ensemble. Le problème est qu'à un moment donné, cette dynamique de la diversité fléchit et que l'on retrouve des comportements de repli nationaliste. Alors, je voudrais terminer sur une question qui m'interpelle. Comment distinguer le fascisme du communisme, par exemple, ou du stalinisme? Souvent, on a dit que c'était à peu près la même chose. Je ne pense pas pouvoir répondre de manière absolument claire à cette question, mais je vais m'y efforcer tout de même. Le fascisme n'a qu'une grille de lecture unitaire. Et par conséquent, il est peu amené, il est peu inspiré, je dirais, par la conquête. Tant que Hitler, par exemple, voulait simplement procéder à une sorte de pan-germanisme, ça ne posait pas de problème. L'annexion des Sudètes, qui étaient en grande partie allemands, ou germanophones, ou l'annexion de l'Autriche, allait dans une sorte de logique fascisante et nationaliste. En revanche, lorsqu'il s'en prend à des pays qui n'ont rien à voir avec l'Allemagne, il n'aurait pu fonctionner correctement que en acceptant une approche plus diversifiée, plus impériale, ce qu'il n'est pas vraiment parvenu à faire. De la même façon, Israël, par exemple, avait à la fois une vocation unitaire et d'une sorte d'homogénéité en son sein. Mais lorsque, en 1967, il a conquis la Cisjordanie, il a intégré des éléments qui étaient difficilement assimilables dans une philosophie unitaire, nationaliste, mais qui aurait été tout à fait assimilable dans une philosophie impériale. Donc finalement, même si ça doit choquer, l'échec impérial, l'échec d'assumer une philosophie impériale en politique d'Israël est assez proche de l'échec du même défi qui s'est présenté à Hitler lors de la suite de ses conquêtes militaires, tout comme d'ailleurs Israël a été confronté à ses propres conquêtes militaires. Les conquêtes militaires d'un pays qui est fondamentalement axé sur le nationalisme ne peuvent pas fonctionner. Les conquêtes deviennent un élément de déstabilisation, un élément de trouble. En revanche, pour un pays qui a une philosophie beaucoup plus impériale, la conquête n'est pas un problème. La conquête est un enrichissement. La conquête peut se gérer. Inversement, un pays qui a une vocation impériale, qui a une culture impériale, mais qui se retrouve réduit à son noyau,
ne va pas bien le vivre, puisqu'il va se sentir à l'étroit dans ce noyau trop nationaliste, comme la France par rapport à son empire, comme l'Autriche par rapport également à son empire, enfin tous les empires, ou comme la Turquie par rapport à son empire, tous les empires qui ont perdu justement du fait des guerres, comme tout à l'heure on parlait des faits des conquêtes, ben, le contraire de la conquête, effectivement, c'est la sécession, c'est la défaite. Tous ces pays à vocation impériale qui ont été obligés de se replier sur eux-mêmes ne peuvent pas le vivre très bien. De la même façon que tous les pays à vocation nationale qui se sont trouvés amplifiés par des conquêtes ne pourront pas le vivre très bien. Pour pouvoir vivre bien cette succession de cas de figure, il faut avoir une grande souplesse intellectuelle. Et il faut surtout avoir conscientisé cette notion de cyclicité. Et je crois que les hommes politiques du XXIe siècle devront avoir été formés pour comprendre cette cyclicité, pour comprendre cette dualité, cette alternance d'une démarche de diversification ou au contraire une démarche d'unité. Selon les hasards de la guerre, un empire peut se réduire à une nation, ou une nation peut être confrontée au challenge d'un empire.